C'est Wilusha, un nom très proche de celui que des Grecs de la même époque avaient donné à Troie, Wiléos. Plusieurs spécialistes pensaient que le pays appelé Wilusha dans les textes hittites et la cité de Troie ne faisaient qu'un. Les tablettes faisaient état de conflits larvés impliquant les Mycéniens tout le long de la côte de Wilusha. Des conflits qui auraient duré plus de 200 ans. Il était dit aussi que les guerriers mycéniens avaient combattu une fois aux portes de Wilusha. Si les experts pouvaient prouver que Troie et Wilusha étaient une seule et même ville, ils pourraient ensuite comparer le mythe aux annales historiques. Peut-être ces tablettes allaient-elles enfin dévoiler la vérité sur la guerre de Troie. Mais ce serait une tâche difficile. Nous ne pouvions pas vraiment le prouver car nous ne savions pas exactement où se situait Wilusha. C'était aux archéologues de déterminer si Wilusha était bien Troie. Une découverte a été faite récemment qui a permis de répondre à la question. Et ce, grâce à un mystérieux message gravé dans une montagne, grâce aussi à un méticuleux travail de détective qui a consisté, entre autres, à reconstituer la progression d'une armée hittite. Le premier indice fut trouvé dans une tablette qui rapportait un haut fait militaire des Hittites à la fin de l'âge de bronze. L'armée hittite quitte son pays et marche vers l'ouest. Nous savons aussi que sa destination finale est le royaume de Wilusha. Mais nous ne savons pas précisément où se trouve Wilusha. Elle aurait pu être n'importe où le long de cette côte. Quoi qu'il en soit, nous savons que l'armée hittite continue d'avancer vers l'ouest. Mais ensuite, se dirige-t-elle vers le nord ou vers le sud? Troie se trouve au nord. Donc, si Troie et Wilusha sont bien un seul et même lieu, l'armée hittite doit aller vers le nord. Seulement, les tablettes ne le précisent pas. C'est en déchiffrant l'inscription gravée dans cette paroi rocheuse que l'on a su quelle direction l'armée hittite avait prise. Elle indiquait que les Hittites avaient bifurqué vers le nord. Une fois parvenus sur la côte occidentale, ils ont obliqué vers le nord, ce qui devait les amener tout droit à la région où se situait Troie. Donc la conclusion est vraiment indiscutable. Wilusha et Troie-Ilion étaient bien un seul et même royaume. Restait à confirmer cette hypothèse par une recherche archéologique. Sur le site de Troie, Manfred Korfmann avait mis au jour un aqueduc souterrain. C'est lui qui devait fournir le dernier indice. La plupart des experts estimaient que ce tunnel avait été aménagé plus de 1000 ans après la fin de l'âge de bronze. Mais Korfmann, lui, n'en était pas si sûr. Là-bas, à l'extérieur, il y a des bassins de l'époque romaine. Donc, c'est une structure romaine, un système d'aqueduc romain. Mais nous avons pensé qu'il pouvait être plus ancien. Pourquoi la date de construction de ce tunnel était-elle si importante? À cause du texte inscrit sur cette tablette. Il y est fait référence à l'aqueduc souterrain de Wilusha. Si le tunnel de Troie datait de la même période que la tablette, on aurait la preuve archéologique que Troie était bien Wilusha. Tout dépendait donc de la datation du tunnel. Encore fallait-il qu'il contienne quelque chose qui permettrait de le dater. Korfmann remarqua qu'au fil des siècles, l'eau, en suintant à travers les parois du tunnel, y avait déposé du calcaire. C'est le même principe que les dépôts de calcaire qui se fait dans une bouilloire. Seulement, il formait ici des plaques très épaisses.
Voici l'extérieur d'une plaque, c'est-à-dire la dernière couche de calcaire déposée par l'eau qui a suinté au travers. C'est comme le calcaire qui se forme dans une bouilloire. L'eau s'est infiltrée à travers la roche et s'est accumulée sous cette forme. Et ici, c'est la face interne. Korfmann s'est alors rendu compte que ces concrétions calcaires contenaient quelque chose qui pouvait lui servir à dater l'aqueduc. D'infimes quantités d'uranium. Les collègues de Korfmann analysèrent en laboratoire ces minuscules particules d'uranium présentes à l'état naturel dans le calcaire de la grotte. L'uranium subit une dégradation radioactive dont on peut évaluer le taux. À l'aide d'un spectromètre de masse, ils purent mesurer cette dégradation et déterminer ainsi l'âge de l'aqueduc souterrain. Le résultat stupéfia tout le monde. L'excavation du tunnel avait débuté en 2600 avant Jésus-Christ. Et il était déjà en usage à l'époque où les Hittites avaient rédigé leurs tablettes. La science avait apporté la preuve que l'on attendait. Wilusha n'était autre que Troie. On peut désormais imaginer ce qui s'est passé à Troie. Les tablettes d'argile montrent que les Mycéniens ont combattu la cité troyenne à la fin de l'âge de bronze. Le texte hittite mentionne les batailles. Il indique en outre que non seulement les Mycéniens s'intéressaient à cette région, mais qu'ils y avaient mené des guerres actives à plusieurs reprises pendant plus de 200 ans. Qui plus est, les tablettes indiquent que les Hittites étaient les alliés de Troie et devaient la défendre en cas d'attaque. Il semble donc que ce soit un conflit bien réel entre deux superpuissances, Mycéniens et Hittites, qui a inspiré à Homère son épopée. Je pense que tous ces conflits ont été condensés en une seule guerre, qui aurait duré 10 ans. Selon toute vraisemblance, la guerre a eu lieu parce que Troie était une ville très riche, située à un point stratégique, et que deux superpuissances se disputaient son contrôle. Qu'est-ce qui a déclenché la guerre de Troie? L'amour? Non. L'appât du gain, l'argent, les ambitions territoriales? Oui. C'est presque toujours pour cela qu'on fait la guerre. Troie s'est trouvée prise entre deux puissants empires, les Mycéniens et les Hittites. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle s'est fait écraser. Donc, ce n'est pas une beauté fatale qui a lancé sur les flots 1 millier de navires. On ne fait pas la guerre pour l'amour d'une femme, mais pour de l'or. Et le fameux cheval de Troie. Aucun texte n'y fait allusion, ni aucune recherche archéologique. Peut-être n'est-il là que pour nous montrer qu'Homère était avant tout un merveilleux conteur.